Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Nos remerciements s'adressent tout particulièrement à ces travailleurs de l'ombre, cités en partie dans cette modeste contribution. Naturellement, nous assumons l'entière responsabilité de ces insuffisances et de ces imperfections. Cet ouvrage aidera, nous l'espérons, à rendre hommage à leur travail au quotidien. À défaut de pallier les insuffisances d'une politique qui, hélas encore aujourd'hui, ne s'est toujours pas dotée des moyens à la hauteur de ses ambitions, il a au moins permis d'humaniser ces dispositifs. Des dispositifs qui ont paradoxalement été pensés à l'origine dans le but d'accorder une dignité pleine et entière à quiconque voulant occuper un emploi. Preuve s'il en est qu'en réalité, que personne ou presque en France n'est opposé à sa propre intégration sociale par le travail. C'est en 1982 que Roubaix a été choisi comme un des 9 sites éligibles aux interventions de la Commission nationale pour le développement social des quartiers, présidée par Hubert Desboudrais, maire emblématique de Grenoble, mise en place au tout début de la politique de la ville. Depuis 30 ans, Roubaix en a connu tous les dispositifs et procédures. La transformation urbaine a été réelle, celle-ci se renforce et s'élargit encore dans les quartiers concernés aujourd'hui par l'ANRU. Mais le bilan humain de la politique de la ville reste malgré tout en demi-teinte. Si de réelles avancées sont constatées dans les domaines de l'insertion, de la lutte contre les discriminations et de la citoyenneté, celle-ci reste malgré tout fragile. Les constats dressés par Ahmed Kherraz et Samir Kessili peuvent paraître sévères, mais ils sont justes et posent le problème d'une politique de la ville conçue comme une variable d'ajustement. Ceci ne fait que renforcer la nécessité que les thématiques de l'emploi, de la sécurité soient abordées au bon niveau. Si le niveau communal demeure plus que jamais pertinent en tant qu'échelon de proximité proche des réalités et de la connaissance des quartiers en difficulté, l'échelle de l'agglomération est incontournable, de façon à apporter plus de moyens en termes d'expertise et de lisibilité et permettre une meilleure égalité des chances. Pour cela, il faut du temps, éviter les effets d'annonce et l'accumulation de dispositifs et de procédures. Le droit commun et la stabilité des règles du jeu doivent être les fers de lance d'une politique de la ville. Il y va de la crédibilité du discours public, c'est à cette condition que les habitants concernés pourront y croire. Pierre Dubois, premier adjoint au maire de Roubaix. La politique de la ville a fait l'objet de beaucoup d'observations et d'analyses. Elle est depuis ses origines une politique particulière, dont les visées sont foncièrement égalitaires. Elle vise en effet à atténuer sinon à gommer les inégalités entre les territoires, et constitue à ce titre une belle illustration d'un pacte républicain qu'il est impératif de faire exister. Après 1970, les acteurs politiques ont impulsé une triple action de redynamisation des quartiers populaires, sociale, urbanistique mais également et surtout économique. En effet, l'un des buts avoués de la politique de la ville était de redonner sens et corps à une vie économique et de fixer des populations sur des territoires devenus souvent des territoires fantômes. La création du ministère de la Ville en 1991 et d'une politique dédiée a consacré en quelque sorte cette idée. Pourtant, dans ces mêmes quartiers, l'on s'est souvent limité à produire du social de première nécessité ou d'urgence, voire même à proposer des animations sociales à minima à destination des jeunes, des femmes, des personnes âgées. Les maisons de quartier et les MJC incarnaient souvent à elles seules une action publique effective et visible pour les habitants. L'urbanisme de ce que l'on allait bientôt prendre l'habitude d'appeler les banlieues était limité. Le parc locatif vieillissait, les cités devenaient des lieux coupés des centres. Cette assertion est toujours d'actualité aujourd'hui. Les grands ensembles étouffants loin des villes existent encore, les infrastructures les desservant sont généralement mauvaises. Il faudra attendre le lancement des zones franches urbaines en 1997 pour voir l'implantation d'entreprises dans les quartiers relégués. C'est en partie ce dernier constat qui sert d'élément déclencheur à l'étude proposée dans ce livre. Qu'en est-il des jeunes et de leur intégration économique, 30 années après la création de la politique de la ville? Cette question centrale constitue une problématique forte aujourd'hui, alors que l'on parle facilement de jeunes de banlieue, et que cette expression charrie souvent son lot de préjugés.
En s'efforçant d'analyser le plus objectivement possible les faits, les jeux d'acteurs et les institutions engagées dans cette politique, les deux auteurs, diplômés de Sciences Po Lille et très bons connaisseurs des quartiers de l'agglomération lilloise, proposent une analyse lucide et juste de la situation de la ville de Roubaix. En partant des faits et en développant une analyse nourrie par la sociologie et l'économie, ils mettent en avant les limites d'une politique souvent pensée en haut lieu, trop à distance des réalités du terrain. Ahmed Kherraz et Samir Kessili sont tous les deux originaires du nord de la France. Ils livrent ici une étude aussi bien scientifique, utilisant des savoir-faire et une méthodologie acquis durant leur cursus à Sciences Po Lille, que proche des acteurs de terrain. Pierre Mathiot, professeur de sciences politiques, directeur de Sciences Po Lille. Avant-propos. Cet ouvrage à 4 mains n'est pas un livre sociologique. Nous avons voulu présenter un travail factuel et explicatif. Il navigue entre théorie et pratique, entre échelon local et volonté nationale, entre pouvoir public et monde associatif. Il ne se veut pas non plus une charge directe contre la mairie de Roubaix, qui mène un combat louable et difficile dans cette ville touchée par les difficultés d'une cité en reconversion. Roubaix est ici un exemple, pas un mauvais élève. Ce travail essaie simplement de pointer les dysfonctionnements qui ont marqué la politique de la ville de ces dernières décennies. Roubaix ou une autre ville aurait pu être le sujet de cette étude, car comme d'autres elle conjugue des mots connus, chômage, relégation de certaines populations, pauvreté. Il aura été plus aisé à nos yeux de traiter du cas de Roubaix, ville que nous connaissons mieux. Exercice périlleux, cette écriture partagée aura été pour nous le moyen de confronter nos points de vue, de nous entendre sur des concepts, de trouver des solutions aux enjeux que nous avons perçus. Tout en essayant de rester le plus objectif possible, nous avons tenté de montrer de manière concrète ce qui se passe sur le terrain, ce que les acteurs en prise avec le quotidien perçoivent tous les jours, loin des théoriciens ou des technocrates des questions de la ville. Enfin, cet ouvrage ne se veut pas moralisateur. Il tend à mettre en avant des pistes de solutions, et surtout tente de pointer du doigt les améliorations à apporter à un système qui semble aujourd'hui remis en question, sans être abandonné par nos représentants politiques. Vaste thématique, problématique dans l'air du temps s'il en est, le renouveau de la politique de la ville se devait d'être traité d'une manière nouvelle, différente, car proche de la réalité telle qu'elle est vécue par ses acteurs. Préambule. Avant d'aborder les différentes analyses développées dans cette monographie de la politique de la ville mise en œuvre à Roubaix, il convient de faire état du diagnostic démographique et social de notre objet d'étude. Comptant 98 000 habitants en 2010, la ville fait face à des problèmes de logement de plus en plus insistants. Cette tendance se traduit par la multiplication de logements sociaux insalubres et par une augmentation des loyers. De plus, s'ajoutant aux difficultés citées, le chômage occupe la première place des problèmes enregistrés par la ville. Ainsi, elle compte à l'heure actuelle plus de 25% de chômeurs au sein de sa population active. D'après le diagnostic 2000 à 2006 réalisé par l'Observatoire urbain de sa mairie, la ville de Roubaix a engagé depuis près de 30 ans un vaste programme de restructuration. La plupart des politiques urbaines et sociales qui y sont menées le sont via la thématique de la rénovation urbaine. Depuis le milieu des années 1990, la ville fait face à ces problèmes qui revêtent une double dimension, à la fois urbaine mais aussi sociale. Aussi, au-delà d'un ensemble de dispositifs mis en place pour restructurer son bassin d'emploi, la ville a axé son intervention depuis une quinzaine d'années autour de 4 axes majeurs. La mise en place de zones franches urbaines présentant de nombreux avantages pour les commerces et entreprises venant s'installer à Roubaix. Une intervention de la mairie de Roubaix, comme employeur comptant dans ses effectifs un nombre de plus en plus important de ses administrés. La création ou la rénovation d'établissements par quartier, favorisant souvent l'exploitation de nouveaux moyens de production, généralement des espaces autrefois industriels accueillant de nos jours des entreprises du tertiaire et des commerces. Et enfin la création d'un plan de lutte contre les discriminations, dispositif politico-juridique mis en place par les localités regroupant des populations d'origine immigrée assez importantes pour les protéger sur le marché de l'emploi.
Aussi, ces mesures côtoient une multitude d'autres dispositifs déployés à plus grande échelle, régionale ou nationale, et qui concernent notamment la métropole lilloise dans sa globalité, Lille, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos principalement. Dans ce cadre, les mesures adoptées par la mairie de Roubaix peuvent trouver un écho dans le reste des territoires où existent des dispositifs similaires. Il est intéressant de retenir ici, dans le cas spécifique de la ville de Roubaix, la forte réciprocité qui existe entre politique d'insertion et plan de lutte contre les discriminations. Il semble donc que les deux politiques visent sinon les mêmes populations, des publics géographiquement et socialement proches. Par ailleurs, si l'on en croit ce présent rapport, de sérieuses carences restent à noter dans le domaine de l'insertion professionnelle des jeunes, premier public touché par le chômage et la précarité de l'emploi. De fait, la ville de Roubaix constitue à bien des égards une zone à enjeu concernant la question de l'emploi, mais aussi du logement, même si cela ne concerne que très indirectement notre propos. La ville présente un ensemble de traits caractéristiques propres à la ville de banlieue, selon les différents sociologues spécialistes de la question urbaine. Faisant face à une multitude de difficultés sociales telles que l'échec scolaire, la précarisation des emplois ou un taux de chômage important, il y est nécessaire de mettre en œuvre des initiatives politiques et sociales pour pallier le risque d'exclusion et de dépérissement de la vie sociale. De fait, cette introduction nous permet de dégager la double problématique suivante. Qu'en est-il de la politique de la ville, telle qu'elle est menée à Roubaix ? Quel en est l'impact dans l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ? Les évolutions politico-administratives ces 25 dernières années nous poussent à considérer avec attention l'avènement de nouveaux acteurs institutionnels essentiellement mobilisés pour la politique de la ville. Ce sont suivant les thématiques abordées, les conseils régionaux ou généraux. À un échelon territorial plus proche encore des administrés, les mairies jouent aussi un rôle de premier ordre, servant souvent d'interface entre l'État et les différents services qui le représentent. En pleine phase de redéfinition, l'action publique a laissé place à une nouvelle forme d'investissement des pouvoirs publics, visible y compris au niveau local. Concernant le champ spécifique de l'insertion professionnelle, il convient aussi de garder en mémoire les principaux ouvrages qui abordent ce thème particulier pour mieux encadrer notre enquête et entamer une réflexion sociologique. Nous citerons à cet effet au fil de cet ouvrage les principaux auteurs ayant traité ces questions. L'accent sera aussi mis tout particulièrement sur les entretiens et observations réalisés avec le concours de la plupart des acteurs impliqués dans la politique de la ville telle qu'elle est menée à Roubaix, pour appuyer et illustrer le propos engagé dans ce présent ouvrage. Enfin, en lui donnant une dimension plus précise et plus actuelle, le même travail de terrain engagé ici abordera plus précisément la thématique émergente de l'égalité des chances. De façon générale, conjuguée aux différentes lectures qui seront citées au fur et à mesure dans cette étude, notre propos abordera tour à tour les thèmes suivants. 1. La politique de la ville, telle qu'elle a été déclinée depuis le début des années 1980 à aujourd'hui, de ses origines au changement d'orientation dont elle a fait l'objet depuis. 2. La question plus spécifique de l'insertion professionnelle, en mettant en lumière la logique de chacun des acteurs investis dans cette thématique. 3. Et enfin il sera question plus particulièrement du thème de la lutte contre les discriminations. Cette dernière apparaissant, on le verra tour à tour soit de manière exacerbée, chez certains acteurs de la politique de la ville et de l'insertion professionnelle, soit de manière plus implicite, en filigrane, derrière d'autres thématiques dont celle de l'égalité des chances déjà évoquée plus haut. La ville aux 1000 cheminées, vestige de son passé industriel, est en 2010 la plus pauvre de France. La reconversion de Roubaix n'a été que partielle et aujourd'hui la moitié des foyers roubaisiens déclarent un revenu annuel de 11 250 €. Le chômage y est quant à lui de presque 20% d'une population active estimée à environ 62 000 personnes. Jadis fleuron de l'industrie textile, Roubaix est désormais une ville pauvre, une ville où le politique se doit d'intervenir de manière efficace, forte et visible. Sans chercher à noircir le tableau de cette ville telle que nous venons de la décrire, les problèmes économiques ne font que s'ajouter à des retards sociaux et sécuritaires faisant de certains quartiers de Roubaix des zones particulières. Ainsi, sans être une totale zone de non-droit, Roubaix connaît un taux de criminalité supérieur à celui de ses voisines par exemple,
83 actes pour 1000 habitants contre une moyenne régionale de 61 actes criminels pour 1000 habitants. Enfin, la situation géographique de la ville, proche de la frontière belge et par extension des Pays-Bas, en fait un lieu propice au trafic de stupéfiants entre le Benelux, c'est-à-dire l'ensemble des 3 pays, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, et le sud de l'Europe. Partie 1. Retour sur l'émergence de la politique de la ville, et illustration à partir de l'exemple de Roubaix. Chapitre 1. Un besoin de plus en plus pressant de l'État. Des politiques publiques classiques, à la politique de la ville, définition et analyse. D'après le politologue Yves Mény, une politique publique se définit comme un système d'action collective organisé, visant à modifier les conduites des acteurs, les activités individuelles et les organisations, dans le cadre d'un contexte prescriptif établi par une autorité organisatrice dûment mandatée. De fait, les politiques publiques en période de crise comme en période de croissance deviennent les instruments de l'État lui permettant de juguler, contrôler ou promouvoir un domaine ou secteur de la société suivant le contexte considéré. Michael Debidis note quant à lui les prémices de l'apparition de cette tendance au développement de l'ingérence étatique, notamment dans Histoire de la pensée européenne, l'ère des masses. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, alors que l'Europe occidentale connaît une croissance économique et démographique sans précédent, l'État, principalement en Allemagne, France et Grande-Bretagne, développe son intervention tant dans les domaines économiques, impôts et mesures protectionnistes notamment, que sociales en faisant par exemple la promotion de l'éducation, de l'assistance sociale en Grande-Bretagne ou encore en créant un modèle d'assurance sociale, ce fut le cas en Allemagne. Mais c'est tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale qu'apparaissent dans les pays développés les premières grandes politiques publiques. De 1945 au milieu des années 1970, la France connaît une croissance à la fois économique et démographique caractéristique de la période prospère que les spécialistes, Jean Fourastier en tête, ont qualifiée de 30 glorieuses. La question urbaine émerge dès lors, constituant l'un des domaines d'intervention privilégiés de l'action publique. Les tentatives de gestion du phénomène d'urbanisation massive qui apparaît à cette époque vont ainsi donner lieu à la naissance de la première politique de la ville. C'est ainsi que l'État se lance dans une vaste campagne de construction des grands ensembles entre 1953 et 1975. Parallèlement, les premières mesures visant à l'amélioration de ces habitats voient le jour et perdurent jusqu'au début des années 1980. Elles visent à rendre vivables ces habitations et plus particulièrement celles à loyer modéré. À partir de cette période, la crise de l'emploi et la montée du chômage engendrent un renforcement de l'intervention de l'État autour de certaines questions jugées prioritaires. À ce titre, de nombreux sociologues ont mis en avant les écueils et les manquements tels qu'ils sont vécus sur le terrain, comme par exemple Jean-Marc Stébé dans La crise des banlieues en 1999 ou Jean-Marie Delarue dès 1991. Ce dernier a rédigé à cette date un rapport nuancé mais assez critique, commandé par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. De façon générale, ces auteurs rendent tous deux compte dans leurs travaux sur la banlieue des sérieuses carences qui y persistent dans de nombreux domaines et celui de l'emploi notamment. Jean-Marie Delarue, dans son identification des différents acteurs mobilisés dans les quartiers, services de l'État, collectivités territoriales, associations et entreprises d'insertion, rend aussi compte de leurs efforts conjoints pour la résolution de ces problématiques. Ces efforts concernent entre autres justement l'emploi qui très tôt est associé à la question urbaine, déjà évoquée plus haut. Aussi, au-delà de ces deux dimensions qui ont été articulées l'une à l'autre à partir des années 1980, articulation dont il sera question tout au long de cette étude, chaque question, problème de l'emploi d'une part et organisation urbaine de l'autre, semble susciter une intervention particulière de la part de l'État. Plus que jamais la société civile réclame une ingérence de l'État dans des domaines aussi divers et variés que nouveaux. C'est à cette époque que se multiplient les analyses à propos des politiques publiques. Aussi, ces dernières ne sont pas en elles-mêmes un phénomène complètement récent. Érigées en branche spécifique de la science politique, les différentes analyses des politiques publiques et leurs auteurs se sont très tôt intéressés à ce qu'ils considèrent pour la plupart comme les produits de l'action publique. Au même titre que pour les différentes sciences humaines, dans le cas présent, traitant d'une politique particulière et naissante,
la définition d'instruments et de méthodes d'analyse pose un certain nombre de problèmes. La relative actualité, d'une part, et de grandes politiques publiques, dépassant désormais très largement le cadre des fonctions régaliennes classiques de l'État d'autre part, peuvent être avancées comme étant la cause de ces heurts d'ordre méthodologique. À l'époque comme pour aujourd'hui, les politiques publiques sont le plus souvent motivées par des raisons d'ordre public. Plusieurs analyses ont été développées en même temps que les politiques publiques elles-mêmes. Rendue polysémique, cette notion s'avère utilisée à l'heure actuelle dans des contextes très différents. Face à ces tendances, certains auteurs préfèrent proposer le plus souvent une définition minimale du concept de politique publique. Pour Yves Mény et Jean-Claude Tenig, tels qu'ils le développent notamment dans leurs recherches sur le rôle d'animateur de l'État, une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action gouvernementale, et qui s'opère dans un secteur de la société ou un espace géographique. C'est le sens de leurs travaux dans l'animation en question paru en 2005. L'objet de cet ouvrage est de présenter après réflexion les nouveaux modes d'administration qui ont été ceux de l'État depuis les années 1950. Les auteurs se sont attachés particulièrement à mettre en avant ces différents modes d'intervention étatique auprès des publics cibles. Pour eux, il existe 5 éléments qui permettent de fonder l'existence d'une politique publique. Ainsi, une politique publique est constituée d'un ensemble de mesures concrètes qui forment la substance d'une politique. Elle comprend des décisions ou des formes d'allocation de ressources, dont la nature est plus ou moins autoritaire. Elle est inscrite dans un cadre général d'action, ce qui permet de distinguer une politique publique de simples mesures isolées. Elle est destinée à un public spécifique, c'est-à-dire des individus, groupes ou organisations dont la situation peut être améliorée par celle-ci. Enfin, une politique publique est définie obligatoirement par des buts ou des objectifs à atteindre, eux-mêmes définis en fonction de normes et de valeurs particulières. En ce qui concerne le cœur de notre étude, la politique de la ville, l'essentiel est de régler le problème de l'exclusion dans certaines zones urbaines très spécifiques. Phénomène, nous l'avons vu en introduction, qui peut se manifester sous plusieurs aspects, chômage, délinquance, échec scolaire. Face aux contraintes quotidiennes auxquelles l'État doit sans cesse faire face, l'action publique est souvent présentée comme un seul ensemble compact, homogène et à même de répondre à tous les problèmes. Si l'on considère à nouveau exclusivement les banlieues, le traitement conjoint de l'insécurité, l'amélioration de l'éducation ou encore la baisse du chômage peuvent être des illustrations pertinentes à cette action publique concentrée, compacte. Aussi, il faut savoir que cette conception de l'action de l'État, bien que prépondérante dans l'imaginaire collectif, est fausse, ces différents champs d'action étant traités généralement de manière désordonnée. Par ailleurs, à l'ère conjointe de l'Europe et de la mondialisation, l'État apparaît de plus en plus comme un échelon parmi d'autres lorsqu'il s'agit d'appréhender les différentes problématiques sociales. En effet, challengé à l'échelon local ou régional, mis en difficulté par l'Europe, l'échelon national semble avoir perdu en partie la suprématie qu'il détenait en termes de définition de politique. Dès lors, il s'agit de s'interroger sur la réelle emprise de l'État quand il s'agit de répondre aux demandes de la société. Dans cette logique, la machine étatique paraît intégrée à un jeu compliqué d'interrelations entre une pluralité d'acteurs. Ils peuvent être institutionnels, publics, intérieurs et extérieurs à ses services, privés ou même associatifs. Et l'idée selon laquelle la machine publique ne maîtrise que très imparfaitement son environnement, suscite à la fois critique et inquiétude. Plusieurs auteurs se sont attelés à l'analyse spécifique des capacités d'adaptation de l'État dans son intervention, au travers des différents dispositifs qu'il engage. En effet, une adaptation semble nécessaire car les problématiques générées par la société fluctuent et si elles restent sans réponse, risquent de créer un profond sentiment d'incertitude. Les différentes approches mises en œuvre par l'État doivent sans cesse être renouvelées pour combler les carences et les dysfonctionnements hérités des précédentes. C'est ainsi que l'analyse des politiques publiques tâche par exemple de prendre en considération le poids du passé. Souvent héritées de valeurs, de représentations et d'images fortes, celles-ci sont dégagées par les acteurs eux-mêmes lorsqu'ils sont engagés depuis un certain temps dans un domaine particulier. Il s'agit alors de mettre en lumière l'historique des rapports entre les acteurs et les systèmes sous-tendus par les politiques publiques.
Là où certains auteurs mobilisent la notion de risque pour signifier entre autres le nouveau rapport qui Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.